sa 10e édition, nous avons, et j'ai personnellement l'immense honneur de recevoir une grande dame, une femme de lettres et de culture, avec un grand C, une grande érudite, comme on n'en fait plus chez nous, écrivaine, qui a le féminisme chevillé au corps, animatrice radio et télé dans une autre vie, artiste cinéma, et aujourd'hui, présidente de la commission du Fonds à la production cinématographique du SCCM. Je rappelle que dans la vie civile, elle est anthropologue, psychiatre et médecin. J'ai nommé Madame Rita Khiyat. Alors, ce n'est pas un cadeau que les organisateurs du festival nous ont fait en proposant une rencontre autour de culture et cinéma. C'est très vaste, ça fait peur, ça me donne le trac. Demander à parler sans préciser le contour, je me suis permis d'en tracer à travers quelques réflexions ces contours-là. Donc, cinéma وثقافة. cinéma وثقافة بحق. من أي جهة نجيوها، من أي جهة نهضروا عليها. J'ai quelques réflexions que je vais vous soumettre, et à Madame la Présidente, bien sûr. Donc le cinéma est devenu un enjeu de puissance. Aujourd'hui, avec sa dimension hautement technologique et culturellement multidimensionnelle, c'est une synthèse de plusieurs formes de culture. Culture qui est un mot par ailleurs générique et générateur de sens. Le cinéma, pour diverses raisons, est une composante dominante aujourd'hui de la culture, qui a tendance à devenir hégémonique, pour se transformer en une arme prestigieuse et efficace pour réécrire les récits nationaux des États et pour signifier aux autres États leur nouvelle puissance. Maintenant, on a eu le récit américain, le Far West, puis après la Deuxième Guerre mondiale, les débarquements. Ça a permis au cinéma, aux États-Unis en tant qu'État, de réécrire son récit national, de faire adhésion autour d'un projet d'une nation. On a eu l'Union soviétique. Tout ce qu'a écrit l'Ittihad soviétique, qui était الافلام اللي كتمجد وكتعطي واحد اللحمه للدوله ما كانتش توجد على ارض الواقع ولكن كنشوفوها في السينما. Alors aujourd'hui, on fait face à une réécriture du récit de la Chine. On a de grandes productions de la Chine اللي كيعاودوا لنا الصين وقوات الصين والعظمات الصين وتاريخ الصين. Mais في هذا السينما ما كنشوفوش غير الكاميرا والممثلين، كنشوفوا la musique, كنشوفوا tous les arts. Tous les arts. Aujourd'hui, c'est un art qui devient dominant. Les stats, on avait la marge, je pense, avec la bande dessinée. Aujourd'hui, on est réellement face à un art ou un fait culturel, parce que c'est plus qu'un art aujourd'hui. Le cinéma intègre la musique, intègre le chant, intègre la sculpture et l'architecture, pour les décors. Maintenant, le festival d'El Dakhla, pour moi, peut-être que Sharafti me dira le contraire, pour moi c'est un fait politique, vu qu'on est dans une région que plusieurs pays contestent le Maghreb. يقول لك الصحراء ماشي مغربيه مثلا، كاين ناس كيقولوا هذا الهضره، ولكن باش تجي انت ودير فيستيفال في الدخله، pour moi c'est un fait de politique et de relations internationales, parce qu'on se permet de ramener les Cubains, les gens qui n'étaient jusqu'à hier contre la marocanité du Sahara. C'est parti d'un fait politique, d'une culture politique, et c'est devenu aujourd'hui, quand on voit les courts-métrages, un fait culturel. Donc le fait culturel est devenu, ou l'art a pris le dessus sur CSA. طريقة النقاش اللي غنتحاوروا بها هي انا نسال مدام خياط السؤال الاول ومن بعد القاعه اللي بغا يهز نعطيو باش تكون اون انتراكسيون ما ندخلوش داكشي اكاديمي. مدام غيتا خياط، quelle interaction pour vous تفاعل ما بين السينما وما بين
Thaqafa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis extrêmement heureuse et honorée d'être à Dakhla. J'y tenais absolument. Merci au festival et merci à Si Sharafdin que je salue chaleureusement. Alors moi je suis ici parce que j'ai de plus en plus d'intérêt pour ces régions du Maroc et par ma présence, mon humble présence, je voudrais souligner l'intangibilité de cette région comme étant marocaine, historiquement, politiquement et actuellement. J'insiste beaucoup sur ce caractère, qui est un caractère humain, anthropologique, culturel, historique. J'insiste beaucoup là-dessus et je renvoie toutes les personnes à l'étude de l'histoire. Alors, en ce qui concerne les rapports entre le cinéma et la culture, eh bien, ils sont extrêmement importants et profonds et significatifs. J'ai fait une véritable conférence, ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Je vais répondre à vos questions simplement. Alors, j'ai fait une bipolarité entre le cinéma comme une forme de culture et aujourd'hui, et un art, le 7e art, et aujourd'hui absolument capital dans le monde culturel artistique mondial. D'ailleurs, aujourd'hui, les pratiques culturelles sont en train de transformer le monde et le cinéma en particulier. Donc, le cinéma comme forme d'art. Ensuite, le cinéma, dans un deuxième plan, comme créant de la culture, dans un monde de plus en plus envahi par l'audiovisuel, privilégiant cette forme de culture et de communication à tout autre. D'ailleurs, comme je le souligne, et je vais vous laisser interférer, les pratiques culturelles sont en train de transformer le monde. Le monde va à une globalisation, à une créolisation des cultures, et une culture comme la culture marocaine qui est extrêmement traditionnelle et forte, eh bien, comme vous le disiez, doit exister politiquement aussi à travers son cinéma. Alors moi, une question pour moi qui aujourd'hui s'impose, est-ce que réellement le cinéma, en tant qu'art cinéma, est-ce qu'il n'a pas phagocyté les autres arts? Aujourd'hui, je pense que le cinéma est devenu la forme d'art la plus démocratique vue transmission. N'importe qui peut regarder un film sans exclusivité de religion, ni d'argent, ni de caste, ni d'a priori. Le film voyage facilement, plus que le livre, plus que la musique parfois. On le voit, et puis sous une forme sur YouTube et sur les réseaux sociaux, avec une connexion à 1 euro, à 10 dirhams, les gens peuvent regarder des blockbusters, peuvent regarder des productions, parfois piratées, donc pas légalement, mais les gens regardent. Donc ce fait-là, à votre avis, est-ce qu'il est en train de phagocyter les autres arts et de s'imposer à la culture? D'une certaine manière, on peut le penser. Le problème, c'est que dans le monde entier, la fréquentation des salles de cinéma est de plus en plus éthique et pauvre. Et les cinémas disparaissent. Je donne l'exemple de notre pays. De quelques 350 salles, on est aujourd'hui à 32 salles seulement, ce qui est une énorme catastrophe à laquelle est en train de remédier le ministre actuel de la Culture en restructurant 150 lieux culturels, comme les maisons de jeunes, etc., ce qui est une idée extraordinaire et qui est d'ailleurs référée au film qu'on vient de voir, de Amin Bolkhis, un film qui souffre de quelques longueurs, mais un film extrêmement intéressant et qui a quasiment introduit notre débat aujourd'hui. Non, le cinéma ne peut pas dévorer les autres arts parce que le cinéma est complexe. C'est en même temps une technique, c'est une industrie, c'est une énorme industrie qui est de plus en plus demandeuse d'argent et de sommes colossales, et c'est un art. Et le cinéma fait intervenir une telle quantité de gens que il a une nécessité absolue d'exister. Le cinéma a aujourd'hui une centaine d'années, puisque je vais dater simplement du cinéma parlant, c'est 1927. C'est-à-dire qu'on est dans simplement 100 ans de l'histoire humaine. C'est une forme d'art extraordinaire, mais non, il ne dévore pas les autres formes de culture, parce que la peinture reste prévalente, la musique, le théâtre,
la BD, toutes les formes d'art continuent à exister, non pas parallèlement, mais je pense qu'il y a une interaction permanente entre ce qui se passe dans un film. Voyons par exemple les mangas, les films asiatiques, coréens, japonais, etc. Donc il y a un aller-retour, une nécessité entre toutes les formes d'art qui coexistent à condition que le niveau culturel d'un pays soit élevé. Et c'est ça le drame. C'est qu'aujourd'hui, il y a des pays prévalents qui dévorent les autres. On va parler d'Amérique, on va parler de la Chine aujourd'hui. De Corée du Sud. De la Corée du Sud. Et il y a des mondes qui n'arrivent pas à émerger parce que, malheureusement, et je vais le dire, et j'ai le courage de le dire, la production est médiocre. Et une production médiocre ne peut pas devenir universelle. C'est impossible. Donc il faut relever le niveau de toutes nos formes de création parce qu'elles sont interdépendantes. C'est interdépendant, je dirais même avec le football. Vous ne pouvez pas avoir des pays avec d'immenses capacités dans un domaine et être nul dans d'autres domaines. C'est pas possible parce que tous les domaines humains, je parle en tant qu'anthropologue, tous les domaines humains fonctionnent en même temps et ont une espèce de texture. C'est un tissu culturel. Est-ce que c'est pas un enjoliveur aujourd'hui, le cinéma? Par exemple, je vous dis, il y a des livres qu'on ne connaissait pas. Quand on ne connaissait pas la trilogie de Harry Potter, on n'a jamais entendu parler réellement, à part dans l'Angleterre. Mais après, ça devient un phénomène international quand ça passe au cinéma. La musique indienne, الموسيقى الهندية ما كيعرفها حتى دارت السينما، ما كاينش واحد شرا une cassette ومشى سمع موسيقى هندية parce que قال واحد النهار je vais écouter de la musique indienne. Mais par contre, il y a eu... Je vais vous dire, ici avec nous, il y a Fatem Layachi qui a une double vie. Elle est sur chroniqueuse hors pair sur Terre, qui a une cible, mais après au cinéma, c'est une autre cible. Et donc, il y a plein de choses comme ça que le cinéma nous permet et que les autres arts ne nous permettent pas. Est-ce que ça passe à la primauté? Je reviens à ma première question. Alors, vous m'amenez à dire que j'ai switché du domaine littéraire, parce que, en principe, je suis écrivain, en principe, alors que j'ai une carrière médiatique, mais j'ai essayé de conduire les deux dans ma vie personnelle. En fait, je me suis beaucoup investie dans le cinéma depuis... le livre, aujourd'hui, et le cinéma ont des rapports très étroits. Par exemple, à Cannes, il y a quelques jours, on a ce qu'on appelle le bookshot, c'est-à-dire le fait que les éditeurs proposent dès la sortie du livre le film, l'adaptation, et l'inverse, c'est-à-dire les cinéastes en quête d'adaptation. Ça veut dire que le livre n'est pas mourant, mais presque. Et si le cinéma doit le remplacer, il faut qu'on puisse faire prévaloir toutes les formes de cinéma. Depuis le cinéma historique, le film d'aventure, le cinéma commercial, toutes les formes de cinéma pour que justement ce niveau culturel, on puisse l'élever grâce à des productions de valeur. Moi je défends l'excellence et la valeur. Merci. Entre moi et la présidente, donc la salle, si quelqu'un veut intervenir, il a caché Akhbari. Siboulen. Et j'ai écrit un livre. Et je ne dis pas j'ai écrit un livre pour faire la promotion pour mon livre, parce que d'abord le livre je l'ai fait avec mon propre argent. Ça ne se vend pas beaucoup. J'en ai fait 1000 copies. Et j'ai très bien vendu. Mieux que les gens de lettres, parce que je ne suis pas un homme de lettres. Moi je suis un haki hakawati, je raconte. Mais le plaisir que j'ai trouvé dans l'écriture, c'est que j'ai écrit les choses qui sont impossibles pour moi de mettre à l'écran, pour deux raisons. Un, budget, et deux, liberté d'expression. Un livre, c'est beaucoup... Moi, je lis beaucoup. Déjà, je suis un lecteur. J'aime les histoires. Et donc, non, je suis d'accord. C'est vrai que le cinéma, c'est vrai que le livre est ingrat. Mais le livre ne meurt jamais. Je crois un film, il meurt beaucoup plus qu'un livre. Un livre est sacré. On le trouvera même dans un coin chez quelqu'un, chez les cassettes matou, le film 35 mètres, les DCP vont les suivre, il ne va rester que le virtuel. Mais ceci dit, je ne suis pas ingrat, le cinéma, grâce à elle, que j'ai fait ma petite vie et je vais toujours faire des films. Mais un film, il est basé sur ce qu'on appelle un pitch.
C'est l'histoire de qui, et tu en fais 1h30. Un livre, rien qu'un paragraphe, mais tu racontes des choses, tu fais exploser les montagnes, tu fais les guerres, tu sais, vous voyez, donc voilà, ça c'est mon avis, mais j'aime toujours le cinéma et je veux mourir cinéaste. Ceci dit, je veux bien écrire un autre livre. Regardez, غنستعملوا السينما والكتاب. ما يمكنناش نعيشوا بهذا بلا لا. Les deux sont compatibles parce que comme vous l'avez bien dit, on adapte le livre au cinéma et vice versa. Maintenant, ceux qui vraiment adaptent le livre au cinéma, on a le médical, parce qu'adapter un livre c'est très cher, c'est très difficile, et il y a beaucoup de liberté dans un livre. Un film, il y a toujours des concessions, même en Amérique. On ne peut pas faire ceci, il y a la CIA, il y a ceux qui vont nous donner les armes. Moi j'ai lu des scénarios américains que quand ils le voient à l'écran, c'est pas le scénario qu'on avait fait. Parce qu'il y a des forces qui sont en train parce que le livre reste toujours la base de... Hein, reste le Coran, on l'appelle déjà la Bible. Donc... Pour la première fois, je m'appelle professeur Maguette Kassé. Je viens du Sénégal, je suis germaniste de formation, critique d'art dans tous les domaines pratiquement, les arts plastiques, le cinéma, le jazz, la littérature bien sûr. Je trouve que le thème qui est proposé aujourd'hui est un thème tellement vaste qu'on ne peut pas le circonscrire en une présentation, aussi belle soit-elle, de Rita. J'apprécie beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure. Je voudrais faire quelques considérations rapidement avant d'en venir à ce qui vient d'être dit sur l'adaptation de la littérature au cinéma. Je considère pour ma part que le cinéma est vecteur de culture, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est un vecteur de civilisation et dans le même temps, parmi tous les arts qu'on a ciblés, du premier au 9e, le cinéma est le seul art qui est à la croisée de tous les arts. Nous avons publié il n'y a pas longtemps 2 livres, un qui s'appelle L'intertextualité dans les littératures sénégalaises et l'autre L'intermédialité également. Et j'ai traité d'un auteur qui est très très important pour nous et qui est connu sur le plan international depuis longtemps jusqu'à sa mort, c'est Sembène Ousmane, qui est le père du cinéma africain, en tout cas de l'Afrique au sud du Sahara. Et donc, étant à la croisée des arts, le cinéma permet des lectures plurielles des sociétés. Il est de bon ton de souligner dans un très bon film l'intervention de beaucoup d'arts, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit l'architecture, que ce soit la musique, que ce soit les arts plastiques, puisque chacun de ces arts a une fonction précise qui peut être isolée, mais qui peut être concomitamment lue avec les autres arts dont ils entrent en interrelation. Et je trouve que c'est un aspect qui me semble très important dans le diptyque culture et cinéma. C'est-à-dire, qu'est-ce que le cinéma nous permet et que les autres arts n'arrivent pas toujours à permettre de façon efficace. Je vais le dire comme ça. Ensuite, le cinéma est un reflet de cultures diverses. Quand je dis culture, ce n'est pas une culture stricto sensu d'un pays, mais c'est les cultures qui naissent, qui s'entremêlent, qui s'interpénètrent, qui s'influencent, parfois à l'insu de celui qui est sujet de ces cultures-là. C'est un thème qu'on pourrait aborder de manière beaucoup plus exhaustive si on en avait le temps. Ensuite, le cinéma est un outil de conscientisation dans le processus de, disons, non pas d'affirmation d'une culture, mais également d'acculturation. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui crée des êtres hybrides, qui ne sont pas seulement d'une culture, mais qui sont traversés par différentes cultures. Et ça, je crois que nous devons en être conscients. Et c'est aussi un outil de contestation, d'affirmation de soi, mais en même temps de manipulation, si on ne fait pas attention. C'est vrai que si vous prenez le cinéma du Troisième Reich, avec Leni von Riefenstahl, et comment il a mis en avant la gloire du nazisme et du fascisme, on se rend compte que ça peut être un outil de manipulation. Ensuite, je crois que
le cinéma, comme la culture, n'échappe pas à la domination des caractères systémiques des sociétés. Et je termine avec cette adaptation, parce que depuis quelque temps, j'entends dire, même à Dakar, pendant la Biennale des arts africains contemporains, nous avons reçu des cinéastes du Cameroun et d'autres pays, et qui ont travaillé sur l'adaptation des œuvres littéraires au cinéma. Si je prends l'exemple à nouveau de Sembène, Sembène s'est rendu compte qu'il avait une mission à l'orée de l'indépendance de la plupart des pays africains. Il a écrit beaucoup d'ouvrages qui sont restés des best-sellers. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était dans une société analphabète où les gens ne savaient pas lire et écrire, il a préféré passer par le cinéma et adapter lui-même ses romans, avec l'objectif fondamental de faire prendre conscience de l'enjeu civilisationnel auquel nos pays étaient confrontés. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas fini d'épuiser les deux aspects, c'est-à-dire culture et cinéma d'un côté, et en même temps adaptabilité ou adaptation. J'ai vu des adaptations extrêmement réussies. Je prends par exemple le livre de quelqu'un qui a été victime du régime de Moussa Traoré au Mali, et qui a été un brillantissime scientifique, mathématicien, que nous avons accueilli à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et qui a fait 2 ouvrages magnifiques, dont Toile d'araignée, qui raconte l'histoire de l'emprisonnement d'un opposant au régime malien. Mais quand un cinéaste contemporain s'est saisi du roman, il a été beaucoup plus loin encore que le livre. Donc c'est pour dire qu'ils ne sont pas antinomiques, ils sont complémentaires, chacun dans son domaine respectif. Désolé d'avoir été un peu long. Non. Être un mec hybride. Nous sommes tous des produits de l'hybride. Voilà, donc aujourd'hui je ne peux pas me départir de mon hybridité. C'est un fait. Et je pense que les générations futures, alors d'où ma prochaine question, c'est le cinéma qui est un enjeu de puissance politique internationale, qui devient un outil de domination, plus que le livre, plus que la peinture. On n'a pas vu les gens dominés par la peinture, par dans les civilisations anciennes avec la sculpture, et chez les Grecs ou après chez les Romains. Après, la puissance depuis une centaine d'années se manifeste plus par le cinéma, par le fait cinématographique. Alors comment peut-on protéger culturellement les nouvelles générations de cet enjeu de puissance qui est le cinéma? Je crois qu'il n'y a par les systèmes audiovisuels qui est le même dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je peux en quelques secondes non seulement envoyer un message à mon ami Magué à Dakar, mais aussi à un Japonais ou à une Chinoise. C'est-à-dire que cette toile dans laquelle nous vivons aujourd'hui c'est pas une forme de domination. C'est l'individu qui doit dominer justement par sa force personnelle, par son être, toutes ces données immenses qui aujourd'hui nous tombent dessus tout le temps. Donc, je ne crois pas que les générations très jeunes aujourd'hui ou à venir soient plus exposées que celles qui l'ont été à la Deuxième Guerre mondiale. Je ne pense pas. Je pense que chaque génération affronte un moment de l'histoire humaine et que de ce fait, la jeunesse crée les formes de lutte et de vie dont elle a besoin. Pour moi, le mouvement des jeunes tel qu'il s'est opéré aux États-Unis est quelque chose d'essentiel pour l'ensemble du monde. Mais à sa base, il y a une philosophie avec Kerouac, Ginsberg et compagnie, qui, cet élan écrit dans les années 40 a propulsé une jeunesse qui a fait le monde actuel, en quelque sorte. On ne va pas l'oublier. Et dans le même temps, il y a eu aussi l'émergence de la femme. Ça veut dire que dans l'avancée de l'histoire humaine se créent en permanence des formes de réaction et de contre-réaction. Et donc, moi, je ne suis pas du tout inquiète. Maintenant, on va finir le point sur les gens analphabètes. J'ai une personne extrêmement chère qui a été interdite d'enseignement parce que c'était interdit aux filles. C'est comme Malala qui est quasiment tuée il y a 10 ans. Il s'agit de ma mère. Donc on l'a attrapée en train avec son frère qui lui était dans un lycée français très chic,
qui était en train d'apprendre à lire et à écrire. Donc elle a été très sévèrement punie, et donc on l'a maintenue dans l'analphabétisme. Mais je me suis rendu compte que sa manière de voir les films, parce qu'elle était cinéphile, n'est pas la même que la mienne. C'est-à-dire que son entendement, ses neurones, sa capacité à comprendre, à apprendre, eh bien, développer d'autres réseaux que les miens. Or, moi, je suis incapable de comprendre un film dont je n'entends pas la langue, ou que je ne peux pas lire en sous-titres. Ça veut dire que il y a dans le monde, sachez-le, 1 milliard d'analphabètes. Eh bien, ces gens-là ne sont pas à condamner, mais ils sont pour nous les sujets du cinéma, les sujets et les objets, et les personnes à qui on doit proposer du cinéma pour justement les sortir de cette enclave horrible qu'est l'analphabétisme. Le wokisme dont on parle aujourd'hui, un certain nombre de paramètres que chaque plateforme, que chaque film doit cocher pour réussir. On a de moins en moins de films indépendants, il faut vraiment aller les chercher dans les festivals. Mais on a cette Netflixisation de la pensée cinématographique, du film en lui-même. On a quelques cases, il faudrait les cocher, sinon le film, on ne le verra pas. Il ne touchera pas. Alors, vous faites très bien de parler de Netflixisation du cinéma. Moi, je n'y trouve rien sur Netflix. J'ai cherché désespérément le Casanova de Fellini, parce que j'ai lu tous les mémoires, donc j'ai mis 9 mois à lire les mémoires écrites. Et vous êtes professeur à Pescara aussi, on le rappelle. Et largement traduite en italien. 15 livres au moins. Ouais. Alors, donc, le Casanova de Fellini, je voulais voir comment Fellini, lui, abordait la biographie extraordinaire de Casanova. Eh bien, c'est impossible de trouver sur Netflix. Ça veut dire que Netflix, qu'est-ce qu'il nous propose? De devenir tous médiocres, de regarder les séries, de regarder des films débiles, alors que, justement, le cinéma a des choses immenses. Il y a les films cultes, il y a les grands classiques, il y a des choses extraordinaires, et ces choses-là, on ne les voit pas. On ne voit que le médiocre. Or, on est en train, justement, de fabriquer un être humain médiocre. Un être humain hybride peut-être, mais médiocre. Et tant que le cinéma, dans tous les pays, ne monte pas vers l'excellence, on va produire mais des milliers de films qui servent à rien, comme les livres. Par exemple, en France, sortent à peu près 1000 livres à la rentrée, 1000 romans, et ils vont en persister 1 ou 2. Les autres vont aller au pilon, à la casse. Ça veut dire qu'il y a aussi, dans l'humanité actuelle, soyons conscients, il y a cette médiocrité qui se généralise dans le monde entier, malheureusement. Mais heureusement, il y a des films extraordinaires. Il y a les films, heureusement qu'il y a les prix et les festivals, comme par exemple un film comme Parasite. On ne peut pas décrire la misère mieux que Parasite. Qui est sur Netflix. Qui est sur Netflix. Oui. Qui est sur Netflix. Fatem, tu veux réagir? Non, parce que je... Non, vas-y. Moi, je trouve ça formidable qu'une plateforme pareille puisse pénétrer dans nos foyers pour un prix assez... on a quand même accès à un catalogue énorme. Alors oui, il y a des séries, il y a des trucs médiocres qu'on peut binge-watcher, mais il y a aussi des choses extraordinaires. Il y a de super documentaires. Il y a la boîte de prod de Première Ligue, qui est une boîte de documentaires française, qui a produit une série de 5 documentaires où ils vont rechercher les 5 personnes les plus recherchées dans le monde qui n'ont jamais été arrêtées ni par Interpol, ni par aucune police. C'est extraordinaire. Il y a Paolo Sorrentino qui a fait un très très beau film sur Naples qui s'appelle La main de Dieu, qui est une production Netflix et qui est sur Netflix. Et il y a plein d'autres choses en fait. Donc évidemment, il y a des séries qu'on n'a pas forcément envie de regarder ou qui vont pas... On peut avoir envie de regarder qui ne vont pas nécessairement nous élever, mais il y a aussi de grandes choses et de très belles choses. Et moi, je suis très heureuse d'appartenir à une génération qui voit cette démocratisation. Parce que, effectivement, d'abord, le cinéma coûte cher. Aller au cinéma coûte cher. Dans un pays comme le Maroc, même si on a envie d'aller au cinéma, on n'a pas toujours la possibilité. Je rappelle qu'on est dans une ville qui accueille un magnifique festival de cinéma, mais où il n'y a plus de salles de cinéma. Alors, heureusement qu'il y a Netflix et d'autres plateformes pour nous faire rentrer cette magie dans nos foyers. Alors, effectivement, regarder un film de Sorrentino sur un écran
d'iPad, c'est pas le truc. C'est vrai que c'est plus beau de voir la grande Bellezza sur un grand écran, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Alors moi, je trouve ça formidable qu'il y ait aussi de grandes et belles choses et des choses rares et des choses audacieuses sur Netflix. Je suis très contente que ça soit sur mon petit écran d'iPad. Merci. Tout ce qui peut servir. Tout ce qui peut nourrir. La sociologue aussi, et la psychologue aussi. J'ai plusieurs petites questions, je serai très rapide parce qu'elles sont, elles sont reliées. D'abord, vous avez parlé de foot et de cinéma et de culture, donc vous avez parlé de développement d'un tissu humain tout ensemble. Et ma question par rapport à ce point-là, c'est à quel niveau de développement humain, psychologique, que ce soit de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune âge, pouvons-nous travailler pour ce développement-là, pour développer la cinéphilie, développer quel est le point, à quel niveau? Ça, c'était ma première question, et là, j'enchaîne sur la deuxième et la troisième qui sont toujours entreliées. Quel impact, comment pouvons-nous utiliser le cinéma et les films en tant que contenu dramatique, contenu de développement, d'écriture, d'histoire, de genre et tous les outils de création pour répondre à cette cible dont vous allez nous parler, ce langage, et à comment pouvons-nous utiliser nos films pour développer cette cinéphilie, parce qu'on a l'impression que nos films sont loin de nos spectateurs. Et à un certain moment, l'objectif, c'est de leur répondre et de pouvoir les ramener au cinéma, les ramener et favoriser cette interaction. Donc, comment pouvons-nous utiliser aussi ces produits audiovisuels cinématographiques pour cette réponse-là? La troisième question, c'est par rapport à cette universalité, l'internationalisation de nos films. Et donc, comme vous avez dit, Karim, c'est un peu des cases à cocher. Communication, coproduction internationale, diffuseur. Et donc, du coup, quelle relation pouvons-nous avoir entre des films qui doivent d'abord répondre à nos besoins culturels et justement, comme je m'adresse à une psychologue, donc j'ai l'impression que l'être humain, quelles que soient les différences culturelles, nous gardons tous des points communs universels. Donc comment, en répondant à notre cible au Maroc, pouvons-nous arriver, en utilisant ces causes-là, à cette internationalisation? C'est des films à l'intérieur de l'école. Comme beaucoup de gens ont la chance, mais pas tous, hélas. C'est une minorité qui a, par exemple, à l'école, la peinture, le cinéma, la musique, le chant. Donc ça doit être proposé à tout le monde. Et c'est pas difficile. Si on propose aux enfants ne serait-ce qu'un film par an, et si les enfants consomment 10 films par an sur lesquels ils vont discuter, et entre eux et avec leurs professeurs, on a déjà fait des cinéphiles. Donc ça, c'est très facile. C'est une initiation comme l'initiation à la lecture. Moi, je suis très triste parce que je sais que dans quasiment toutes les maisons, il n'y a pas de livre. Parce que, par exemple, on ne sait pas offrir un livre. On n'offre pas de livre. C'est mal vu de se ramener avec un livre. C'est rien du tout. Non, c'est rien. C'est ramener une bouteille de vin, ramener un repas, mais bon, jamais un livre. Jamais. Ou je sais pas, un DVD ou une chose comme ça, ça représente rien. C'est pas assez. Donc, pour l'enfant, c'est facile. L'enfant, intelligemment, peut être initié strictement à tout pendant son enfance. Or, si l'enfant n'est que baigné dans un contexte religieux, tout va devenir impossible et tabou, quelle que soit sa religion d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Donc, l'ouverture veut qu'on propose tout à l'enfant, et il est suffisamment intelligent, il est suffisamment dans le désir de vie pour qu'il puisse discriminer et retenir ce qui est bon pour lui. C'est un petit peu ce qui était aussi dit de façon un peu grossière dans le film de Amin Borges. Alors, la deuxième question, si j'ai bien compris, c'est les contenus et comment les délivrer vers les enfants. Mais c'est aussi un problème de choix de l'adulte, ce qu'il propose à l'enfant. C'est-à-dire que, je vais prendre le simple exemple du livre. Un enfant, même avant de savoir parler, maintenant il a une tablette à la main. J'ai vu des enfants qui ne marchent pas encore, mais qui manipulent la tablette, et si on le retire, il se met à hurler. Donc, pour le livre, c'est la même chose.
Il y a des livres en plastique qu'on peut mettre dans le bain pour un enfant qui a 6 mois ou 9 mois. Et ainsi de suite. Donc, une espèce de parcours à travers le temps en proposant des choses de plus en plus adéquates à son âge. C'est la même chose pour le cinéma. Moi, je crois que les documentaires animaliers, en particulier, il y en a de magnifiques. Ça, tous les enfants doivent les voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'écologie, il y a le carbone, tout ça. On va commencer par initier les enfants à l'environnement, c'est-à-dire la faune et la flore. Toutes ces choses-là que, dans beaucoup de pays, on n'a pas encore totalement porté au désir, porté à la consommation des gens. C'est-à-dire le fait d'aimer la nature, le fait de la regarder, et l'initiation de l'enfant devrait passer par le cinéma, parce qu'il y a de plus en plus de documentaires magnifiques. Votre dernière question, c'est l'internationalisation du cinéma marocain. Le Maroc n'est pas le seul pays à se battre pour proposer du cinéma à l'étranger. Moi, j'appelle ça l'universalisme. C'est-à-dire que quand une œuvre, de quelque facture qu'elle soit, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, le livre, le cinéma, devient universelle quand elle parle à toute l'assemblée humaine, parce que nous sommes tous faits de la même manière, et que ce qui est bon, ce qui est important, ce qui est bon, va gagner l'âme humaine et va la transformer, va l'élever. Je suis très brechtienne, comme je disais à notre ami Maguet, qui est un spécialiste d'allemand. Je suis très férue et très amoureuse de Bertolt Brecht, qui a toujours proposé, en exigeant et en disant que c'est en donnant de la culture de très haut niveau qu'on peut faire la promotion des peuples. Et donc, l'idée de ce qui est international et universel passe par l'excellence. Moi, je suis ravie depuis 2 ans parce que le Maroc a été sélectionné l'année dernière au Festival de Cannes, avec haut et fort. Et cette année, Un certain regard a consacré Malim Touzani avec son film Le Caftan bleu, pour lequel nous nous sommes beaucoup battus avec Madame ici présente, Lalla Rachida. Et ce film est extrêmement plein d'humanité. Il est déjà acheté au Japon, en Suisse et partout. En France, il va voyager dans le monde entier. J'ai très peur qu'ici, il soit censuré. Donc, nous passons à l'universel, puisque nous avons des cinéastes capables, au niveau mondial, de le faire. Mais, tant que nous avons la censure et l'autocensure, on ne va pas arriver à l'excellence. Parce que la création suppose la liberté. Elle suppose la liberté et la transgression. Un artiste qui ne transgresse pas n'est pas un artiste. C'est à la limite un artisan, c'est à la limite un bon technicien. J'espère que je vous ai répondu. Un pays où la censure est extrêmement présente, extrêmement écrite, et il y a des cinéastes depuis toujours, et dans la jeune génération, là, il y a Saïd Osteli qui a signé Leïla et ses frères, qui est en compétition officielle à Cannes, que je n'ai pas vu, mais son précédent film La Loi de Téhéran, qui est un excellent film policier, et qui... Voilà, c'est un très jeune cinéaste qui vit à Téhéran, qui fait ses films avec une censure hyper forte, et le cinéma iranien, depuis des années, produit des bijoux de sensibilité, des bijoux universels avec une censure. Donc je pense, je ne suis pas du tout en train de défendre la censure, loin de là, mais je dis juste que je ne pense pas que ce soit la seule raison au manque de... Voilà, merci. Oui, je voudrais vous répondre là-dessus très vite avant d'oublier. Il faut savoir que dans le bloc mondial arabo-islamique, le bloc turco-persan est nettement, culturellement au-dessus de toutes les autres aires civilisationnelles. Et que donc, il y a le fantastique Winter Sleep, turc, qui a eu une palme d'or. Il y a ces merveilleux films iraniens. Et donc, ils se nourrissent de cette valeur culturelle très importante persane et turque, mais ils se nourrissent aussi, et c'est peut-être le cas aussi chez nous, ils se nourrissent de ce qui est impossible à dire. C'est-à-dire, moi je vais créer, dans ce domaine-là, je vais créer parce que c'est interdit. Ma pulsion de vie fait que je vais dépasser cet interdit.
Moi, je l'ai fait dans un livre qu'on a jugé pornographique, puis après érotique, et puis qui maintenant est enseigné à l'université, qui s'appelle La liaison. Et tant qu'il n'y a pas justement cette capacité à dire je suis un être humain, je vais dire ce qui est humainement en moi, je vais peut-être choquer, mais peut-être qu'un jour je vais rallier à cette idée ou à cette proposition artistique ou à ce film. Pour revenir à Madame Belkacem, je pense que pour les nouvelles générations, non, on n'a pas de peur à se faire. Les jeunes sont impressionnants. Moi, j'ai appris l'existence de la formule 4e mur quand ma fille de 13 ans, on était dans un restaurant à Bordeaux, et on dit papa, je dis 4e mur, ça doit être 4 murs. On m'a dit non, papa, c'est dans le cinéma, quand quelqu'un parle. Ah oui, comme ça. Et puis, à l'âge de 15 ans, deuxième, elle m'apprend en regardant. Moi, j'ai fait du Game of Thrones, ce que je regardais comme tous des gens hybrides comme moi. Et elle me dit, moi je regarde pas, il y a une sexualisation des hommes et des femmes. Alors franchement, pour le débat, après je vous l'épargne parce que c'était énorme. Change de thème à l'autre, et culture et cinéma, il y a plusieurs cultures, plusieurs sous-cultures, et chacun a son cinéma. J'aurais aimé, puisque on est à Dakhla, d'évoquer le sujet de la culture hassani, le cinéma, puisqu'il y a à peu près 10 films qui traitent ce sujet. Bon, c'est pas grave, mais là, qu'est-ce qu'on veut dire avec la culture? Moi, j'aime la définition qui parle de la culture, c'est tout ce que reste, quand tout est oublié. Le mot de l'oubli, c'est là le rôle du cinéma, je pense, à mon avis, qui vient pour la mémoire. Elle défend notre mémoire. Et le film de Amir Bourris, il vient pour compléter cette idée de la mémoire, puisque à travers son film, on a revu quelques salles de cinéma, mais quelques noms incontournables dans le cinéma tunisien. La culture, comme avec Brancé bien sûr, est-ce que notre cinéma est le reflet et le miroir de notre culture? Est-ce que, par exemple, les projets de films, par exemple, si vous mentionnez ces 10 années, des dernières années, ils reflètent d'une façon ou d'une autre notre culture diverse, très multiple. Voilà. Donc, il y a la question de la langue, bien sûr, vous avez évoqué cette question de la langue, le livre, la musique et tout ça. Mais la culture, il n'y a pas que ça. Il y a la culture, les références populaires, la culture populaire, les faits divers, voilà. Notre patrimoine et d'autres choses. Voilà. Je vous avoue que si par exemple on change d'un lieu à un autre, d'une région à l'autre au Maroc, la langue change, la culture change, la réception change aussi. Et notre mode de création cinématographique change aussi. C'est très loin de ce qu'on dit conventionnellement par rapport à cette culture et cinéma. Est-ce qu'on va voir la mort, on va vivre la mort du cinéma avec Netflix et cette question je pense de temps en temps le cinéma va coûter cher, va être très étroit par rapport à la projection collective, il va être individuel, mais le cinéma va vivre. Comment? C'est ça la question. Merci. Les scénarios, et ils sont extrêmement divers. Ils sont extrêmement divers et ils racontent. Alors, si on les prend tous en même temps, effectivement, ils racontent le terroir, ils racontent l'endroit, ils racontent les places où on passe, etc., etc. Moi, j'ai pas peur de ça. J'ai peur de la dilution et de la disparition des cultures locales, des dialectes. Ça, c'est une déperdition dramatique. Et dans le monde entier, sachez qu'il meurt 30 langues par an. Elle meurt avec le dernier locuteur. Et ce n'est pas un problème propre uniquement à cette ère civilisationnelle ici, c'est dans le monde entier. Et donc les créateurs se doivent, ils ont le devoir justement de conserver au moins la culture où ils sont nés, au moins la place où ils ont des racines, où ils ont été
moi j'adore ce mot en arabe, mastatra, c'est-à-dire là où la tête est tombée, là où la personne est née, ça nous suit toute la vie. Je vais bientôt fêter Rabat, puisque le Bat al-Fadh va bientôt avoir 10 ans, et je vais le fêter avec un livre qui s'appelle Rabat mon amour. Donc on espère, il y a un que le livre sera là le 29 juin. Non pas parce que pour moi Rabat est supérieur à n'importe quelle place au Maroc, non. Je veux juste raconter ce que c'était, comment je l'ai vécu enfant, mais je veux l'entendre de l'Oujdi, je veux l'entendre du Sahraoui, de celui qui est né à l'Ayoun. Peut-être qu'il est très différent de celui qui est à Boujdour, et puis c'est la même chose à Tanger, etc. C'est-à-dire et en plus la diversité culturelle marocaine est absolument extraordinaire, parce que le pays est resté en même temps traditionnel. Et c'est une force extraordinaire qu'on partage avec des pays comme le Japon. Et donc, soyez rassurés, nous sommes dans une très grande diversité, une très grande richesse culturelle. Je vais revenir sur les films suivants. Tout ce qui est subventionné reflète une culture dominante. Rachid, tu le sais très bien. Tout ce qui tombe partout dans le monde, même si ce qu'on ne sait pas subventionner, un fait culturel à un moment donné, quand il réussit, ça veut dire qu'il reflète et qu'il est là, économiquement, parce qu'il y a une culture dominante. Mais à travers les générations, on finit par un brassage, un creuset, où on retrouve la culture qui a vécu pendant le Reich de Hitler, on la retrouve encore, elle est là, elle n'a pas disparu, ça fait partie, c'est le palimpseste qu'on a écrit en c'est ça. Oui, j'arrive pas à prononcer. C'est ça. C'est très. Donc, voilà, c'est très littéraire. Donc, je prends Rachid promis. C'est un vrai moment de l'histoire des jeunes au Maroc. Et si plus personne ne voit le film, j'espère que le film est conservé. Il est conservé parce que si on voit ce film, on va se rendre compte de ce que c'était que les jeunes Marocains des années 70. Les jeunes aujourd'hui de 20 ans, ils le voient encore, ça les fait rêver. Et c'est un film de Salé. Voilà, en plus c'est un film typiquement de Salé. Et de Salé, une petite ville au Maroc, à côté de Rabat. Oui. Merci. D'accord. Très important, je crois, vous avez parlé de la précarité que connaît le secteur du cinéma, ou bien la médiocrité, vous avez dit. Alors moi je veux revenir sur ce point, je crois que c'est tellement intéressant, ça va relancer le débat. Moi je crois que par rapport au thème de la conférence Cinéma et Culture, plus un art a la capacité de rassembler le plus nombre d'expressions artistiques, plus c'est un vecteur vraiment très important et de choix et de prédilection par rapport à œuvrer d'une manière très efficace par rapport à la mémoire, par rapport à la diffusion de la chose artistique, disons. Maintenant, pour moi, vous avez parlé de médiocrité, ça revient en retournelle, ça, par rapport aux critiques, par rapport à toute personne qui s'intéresse à la production artistique. Je crois que le cinéma, en utilisant d'autres expressions artistiques, parlant du théâtre, de la musique, des beaux-arts, de la danse, de la chorégraphie, tout. Au Maroc, on remarque qu'il y a des bancs de temps en temps, mais c'est des îles isolées, quoi. La chose ne va pas d'une manière synergique. Je crois que c'est le problème, en fait, de ça. On reproche beaucoup aux cinéastes de ne pas lire les romans, la production littéraire marocaine. C'est-à-dire, on a souvent entendu que les metteurs en scène ou les faiseurs de films ne lisent pas. C'est pourquoi on remarque d'ailleurs qu'il y a peu de présence du roman marocain dans les adaptations du cinéma. Et les metteurs en scène préfèrent plutôt aller écrire un scénario plutôt qu'adapter des chefs-d'œuvre. C'est la même chose par rapport à la relation avec le théâtre. Parfois, dans le théâtre, beaucoup de bonnes choses se passent. Les cinéastes ne vont pas, malheureusement, au théâtre. Ils ne vont pas non plus au vernissage pas tout le monde, bien sûr. Mais maintenant, quand je remarque un phénomène de masse, donc la présence de cette synergie, je crois que c'est la question. Je ne vais pas répondre à votre place. Mais je vous demande, est-ce que c'est personnel par rapport au faiseur de film? Est-ce que c'est un problème institutionnel par rapport à la censure, l'autocensure et tout ceci? Quels sont réellement les éléments de réponse par rapport à cette médiocrité? Merci. Elle a beaucoup de sources, elle a beaucoup de points de départ.
Un jour, je me suis fâchée avec des personnes et je leur ai dit, parce que je suis en train d'apprendre quand même l'arabe, rassurez-vous, je parle dialectal parfaitement, c'est un dada chez moi, et notamment celui de Rabat qui est truffé d'hispanisme. Donc j'apprends le classique et je leur ai dit, je suis fatiguée, mesdames, tafaha ou le Rabat. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une espèce de médiocrité généralisée avec des gens qui se distribuent des satisfecit, qui sont très contents, tout le monde, moi, je prends l'avion, je vais parler. Alors, il y a de la médiocrité dans tous les domaines. Et si on n'en prend pas conscience, on ne va pas aller très loin. Dans tous les domaines. Dans le théâtre. Les grands sont morts d'ailleurs. Maintenant, il faut refaire un Tebsteri. Dans la peinture, il faut refaire un Belkaria, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de première vague après l'indépendance de gens qui étaient porteurs d'une double culture, qui ont sécrété une grande, très grande culture, et puis il y a un mouvement vers le bas. On n'oublie pas, par exemple, que la sociologie et la philosophie ont été interdites pendant 35 ans au Maroc. Alors, donc, il y a tout ça, puis il y a aussi les capacités de l'instruction publique, de l'éducation, qui sont deux choses différentes. L'éducation est couplée à l'instruction publique, et plus le niveau est élevé, et plus on va avoir de l'excellence qui est produite à toutes les étapes de la vie. J'ai une image dans la tête, je suis dans un musée italien, et j'ai devant moi des gosses qui ont 5 ans, 4-5 ans. Ils sont étalés par terre, il y a 3 professeurs avec, et les enfants sont en train de copier de la peinture. Et moi, je me sens très misérable parce que j'ai jamais vu ça dans mon pays. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais le voir. Il y a juste un progrès, c'est que dans les foires du livre, aujourd'hui, il y a des corps d'enfants. On balance des bus entiers d'enfants, mais est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Est-ce que ces enfants vont avoir des livres de leur âge qui vont nourrir leur esprit? Parce qu'un cinéaste, s'il n'est pas riche intérieurement, s'il n'est pas honnête et sincère, s'il n'est pas passionné, s'il n'est pas cultivé, il ne peut pas faire de bons films. C'est impossible. C'est impossible. Et la culture, c'est tous les champs de la culture. Comme il fait de l'image doit être belle. Donc non seulement il va dominer les techniques physiques, mais il doit savoir ce qu'est la peinture, il doit savoir ce qu'est la couleur, ce qu'est le changement de la couleur dans les 24 heures et pourquoi ça change. S'il n'a rien à l'intérieur de lui, eh bien, le film va être pauvre. Mais peut-être que moi, je vais intellectualiser mon regard sur le cinéma et voir ce film ou ce livre pauvre en décodant ce qu'il y a derrière. Et même si le film est médiocre, il doit exister. Parce qu'il y a toujours des niveaux de lecture qui font que toute chose a un sens, toute chose que crée l'être humain a un sens. Et puis je pense que le problème de la médiocrité va être dépassé dans la mesure où il y a une espèce de passion à l'intérieur de la jeunesse actuelle et de toutes les strates de la société. Merci pour votre question. يعني في الغالب ملي كنهضروا على السينما والسينما في المغرب بالاساس يعني كتكون هناك الكثير من الاكاذيب وقليل من الحقائق كتعلق اساسا بالمقارنات. عندما نقارن السينما المغربيه بسينمات بحال قبيله عطيتي نموذج ديال السينما الايرانيه والسينما التركيه ما يمكنش نقارنوها على اعتبار ان السينما التركيه والايرانيه هي سينمات تعتمد على واحد التراث بصري لقرون طويله. علما ان ثقافتنا عرفتها ما هو بصري جد جد محدود، هذا اولا، وبالتالي ان اي مقارنه هي مقارنه ظالمه من الاساس، وما يمكنش اننا نوصلوا لما وصلت اليه السينما الايرانيه مثلا في القريب العاجل. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه هي ديال الحريه، ملي كنهضروا مثلا على ايران والنموذج الايراني ويتم التطبيل لهذا النموذج. صحيح ان السينما الايرانيه تعطي افلام رائعه وجميله ووصلت الى العالميه، ولكن يجب ان نعلم بان هامش الحريه المتوفر للسينما الايرانيه اوسع بكثير مما هو متوفر للسينما المغربي او اي بلد عربي. كيف ذلك؟
لأن كاين هناك تفاهم غير مرئي بين السينمائيين الإيرانيين والنظام الإيراني، والدليل أن أغلب هؤلاء المخرجين الإيرانيين الذين يدعون أنهم مقموعون داخل بلدهم يعيشون داخل إيران، يصورون أفلامهم في إيران، بل عندما يحصلون على جوائز كاين هناك متحف كتحط فيه الجوائز ديال عباس كيارستامي ومحسين وغير ذلك وأمير النادري وغير ذلك من المخرجين. أي واحد كياخذ أي بري فينيز ولا في كان كيمشي وكيتحط عندهم متحف، وأنا زرته شخصيا. بمعنى كاين هناك واحد الذكاء في تسويق النموذج الإيراني أو النموذج الإيراني على وجه الخصوص. ثم أصل النقطة الثالثة ننطق واحد القولة قالها واحد منتج ومخرج هندي شهير اللي هو ياش شوبرا. سولوه واحد السؤال مباشر، قالوا له ما هو سر قوة السينما الهندية وأنها استطاعت أنها تغذي العالم؟ جاوبوا بكل بساطة قال له فقط لأننا نصنع الأفلام للجمهور الهندي، بمعنى أن المحلية الأصيلة هي عالمية. المشكلة عندنا داخل المغرب وشالها صديقي الرومي هي كيف يفكر المخرج المغربي. أغلب المخرجين المغاربة عندما يكتبون السيناريوهات ديالهم كيستحضروا النماذج الغربية، ويريد أن يصنع فيلما لا لإرضاء الجمهور المغربي. الجمهور المغربي ما كيهموش، يهمه أكثر أن يحضر في المهرجانات الدولية، أن يتجول في القاعات السينمائية الغربية. وعطيتي النموذج ديال مريم التوزاني اللي صورت فيه مؤخرا، والآن يتجول واش لقوة الفيلم أم لشيء آخر؟ هذا السؤال. بل حتى السيناريوهات التي تقدم إلى لجنة الدعم عندما تكون مكتوبة بالفرنسية يكون لها حظ أوسع من أنها أن تقرأ. أنا لا أفهم كيف يمكن أن يكون عضو لجنة الدعم وكيقرر وأنه لا يقرأ بالعربية، كيفهمها ولكن ما كيتواصلش معها بشكل، لأن عندما يقرأ بواحد المرجعية ثقافية معينة. بمعنى أن النقاش خصو ينصب على هذا هو الأساس. كيف يمكن للمخرج المغربي أو للسيناريست المغربي أن يكتب نصوصا موجهة للجمهور المغربي وانطلاقا من واحد التراث ونكيفوا هذا التراث حتى يكون عندنا واحد الرصيد بصري قادر أنه يعجب الآخر. لأن ما كيهمنيش أنا ندير فيلم الفرنسي أو الألماني أو الهندي، ما يهمني هو أن الجمهور المغربي يصفق لي ويتواصل معايا. وبالنسبة لي إلا نجد رضا الجمهور المغربي ما كيهمنيش الجمهور الخارجي. وشكرا. العربيه كنظن ان اللغه ما بقاتش مشكل، لان حنا ما عمرنا كان اي واحد فينا بما فيه ومنت ما يمكنلكش يهضر مع ولاد كيغيب اللغه العربيه. وانت هضرتي نكمل كتب سيناريو بالانجليزيه وعطيه للجنه ديال فرنسا واش يقراو. دابا كنهضرك على انكا المغرب ما كاينش فيها شي واحد كيتواصل مع ولادو الا بالعربيه ولا الا بالشلحه ولا الا بالاسبانيه في الشمال. الناس كتهضر عندها واحد اللغه ابريد، هذا واقع. الناس كيديروا منه مشكل كبير. علاش غنرجعوا لداكشي ديال الحزمات واش كان حزب الاستقلال وحزب الاخر حزب اخرى خصها تكون بالعربيه وكلشي. زعما كنظن ان 60 عام من الاستقلال قبلنا ان تكون دارجه مكون اساسي ليدونتيتي الهويه المغربيه. وزعما انا غنقول لك انه كيطرح لي حتى مشكل واخا نطرف نكتب بالفرنسيه ونترفض ولا نتقبل ونكتب بالدارجه ونترفض ولا نكتب بالعربيه ونترفض، لان انا كنعتبر العربيه الفصحى داخله على المغرب بغيتي ولا كذا. انا كنعتبرها في المكون الثقافي ديالي. يا استاذي هذا خصني نكمل. هذا نقاش. انا باش غنجاوب انا غير دخلت احترمني فضولي. يستطيع الاستقلال هذا واحد كليشي انا شوف انا استقلالي باش نقول لك زعما باش انا عن جد شوف زعما باش نقول لك انا كنفهم في الابداع. غنرجع لك مازال سي صافي. Une réponse non c'est bon لا يعني يمكن السيد اهدر لي مباشرة. احترامي لك. شكرا. انا كنتقاتل مع اللغه الفصحى، كنتقاتل معها يعني بحال اللي قدامي سي اون طون اون امي اون انمي، يعني كنتقاتل معها ما عندي مشكل. Comme on disait tout à l'heure, je suis un produit hybride, colonial. Et je parle beaucoup plus de langues étrangères que je ne parle rap classique. Par contre, Darija Dili كتهرس الحجر
يعني بغيت غير اللي يتلاقى معايا ويتقاف معايا في الدارجه حيت المراه ملي كتولد وكيكون عندها التربيه ديالها في درعها ما كتهضرش معاه بالفصحى، ما كتقولوش هذا الحليب ايجابي، كتقول له وليدي حبيبي كبيتي انت ديالي. Et tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien notre culture va rester une culture importée et superficielle. Et c'est dommage. Merci beaucoup. الحساني ولكن ماشي مع العنوان الثقافة والسينما. الإشكال اللي كان عندنا كنوقع فيه دائما هو أنه في كنتكلموا على الثقافة والسينما ولات مرتبطة عندنا بالفولكلور والسينما. أصبح كل ما هو ثقافي وخلنا الفولكلور جزء من ما هو ثقافي، ولكن في الصحراء ولا عندنا أنه ثقافتنا مقتصرة ومحصورة على الخيمة الجمل أتاي. واي واحد بغى يخدم فيلم على الثقافه الحسانيه وعلى المجال الصحراوي خاصو دائما يلود الخيام، خاصو دائما نشوف الناس اللي دايره اتاي. وتم تغييب اهم عنصر وهو العنصر البشري، هو الانسان، لانه احنا ثقافتنا هي ثقافه مرتبطه بالشخص، مرتبطه بالانسان. ولات للاسف الشديد احنا راهي حديثي العهد، هذا المهرجان اكبر منا سنا فيما هو سينمائي. يلا عمرنا السينمائي واحد 5 سنين ولا 6 سنين من 2015، وبالتالي هذه 10 سنوات ديال المهرجان وحنا مازال في مرحله التاسيس. ولكن اعتقد انه الشباب اللي ابناء الصحراء ما تعتبروهاش من عنصريه، انه في كتعطى لهم الفرصه كيحاولوا كيختازلوا وكيختصروا المسافه باش كيخدموا شي حاجه مزيانه. للاسف الشديد حنا ولينا في الصحراء ينظر الينا انه نظره بريكول، كيكون مخرج في كازا ولا في الرباط ودي او بي في فاس وهذا ما عرفاش كيدور التليفونات بيناتهم، نضربوا واحد البريكول في العيون ونرجعوا، نضربوا واحد البريكول في الداخله ونرجعوا. لا، حنا ثقافتنا ماشي بريكول، حنا ثقافتنا هي ثقافه سينمائيه حقيقيه. احنا نقدر نختلف مع بعض المتدخلين ونتفق مع البعض فيما يتعلق بالسينما الايرانيه. الا درنا واحد المقارنه بين السينما الايرانيه والسينما في الاقاليم الجنوبيه للمملكه غنلقاو بحال غنلقاو نفس الفضاءات، غنلقاو نفس الاشخاص، غنلقاو نفس كل شيء. حنا خاصنا نغاشي ناس الله يجازيهم بخير اللي خواتنا واهلنا واحبابنا في شمال المملكه يديروا ايدهم بيدنا من اجل ان نرتقي بسينمانا الوطنيه، ماشي باش يبوربونا. ونعطوا شويه القيمه للدراري، هم يلا بداو كياخذوا لي كارت ديال لي رياليزاتور، والدراري يلا بداو كياخذوا لي كارت ديال المدراء. حنا لحد الساعه ما عندناش مدير تصوير في الصحراء، ما عندناش واحد عنده كارت مدير تصوير. عندنا واحد 6 ولا 7 اللي عندهم لي كارت ديال لي رياليزاتور. عندنا انجينيور دو سون، ماشي انجينيور دو سون، اوبيراتور بريز دو سون واحد. وبالتالي الا كانت واحد الغيره على ما هو وطني وكل واحد يشد بيد الاخر ويمشي معاه وكيعطي واحد 4 ريال ديال السي سي ام وكيجي جايب ليه واحد 50 واحد من كازا على بوست برودكسيون كلشي خاصها تخدم في كازا على مع شنو وخلي لي الفوتات. حنا ما باغيش نربحوا، ماشي ما باغيناش، بغينا نربحوا، ولكن بغينا نربحوا في المستقبل القريب، ولكن نخرجوا ماده سينمائيه تكون حقيقيه. Féminin et féministe, excusez-moi. Et je reviens vers vous par rapport au rôle surtout du cinéma et des produits audiovisuels pour la création de cette image, de l'image de la femme dans un imaginaire collectif marocain. Est-ce qu'on est déjà arrivé à la construction de cet imaginaire collectif? Vous avez parlé tout à l'heure de votre maman. Permettez-moi de vous parler de mes 2 grands-mères. Sa maman elle enseignait à l'école française, et ma grand-mère, quand elle s'est mariée, son mari était Adl, donc elle est restée à la maison pour les enfants. Ceci dit, le papa de maman et de mes tantes, toutes les femmes, elles ont fait de grandes études et elles ont eu des postes et un travail de construction dans la société marocaine. Et donc du coup, est-ce que voilà, la femme, selon son positionnement par rapport à l'homme, donc l'homme a un comportement bien précis, et ou bien un discours bien précis par rapport à cette femme, à la femme en général. Et aussi, moi je ressens ça également, permettez-moi de partager toutes ces images-là, je ressens ça également quand je passe de Marrakech à Rabat, à Casa, à Tanger, ou quand je suis à Marrakech, permettez-moi de le dire, je vais être sincère,
je dis avec beaucoup de douleur et de chagrin, c'est que je trouve que la femme, dans les rues, avec les gens, dans la culture, l'homme voit la femme en tant qu'objet sexuel, effectivement, en tant qu'une femme qui travaille une femme qui utilise son corps pour avoir ce qu'elle veut. Or, cette image-là, elle est beaucoup moins présente. Et je la sens de toute façon beaucoup moins quand je suis à Rabat, par exemple. Vous avez parlé de Rabat tout à l'heure. Et donc, du coup, est-ce qu'on a déjà cet imaginaire collectif par rapport à des constituants de notre société, l'enfant, la maman, le parent, la femme? Et non, je reviens à la femme, précisément. Qu'est-ce que nous faisons pour la construction de cette image-là de la femme chez tous les... Vous voulez dire pour la faire changer? Oui, effectivement, pour... Oui. Alors, qu'elle ait fait des études ou pas. Donc ça, c'est le schéma. Et on ne peut pas sortir de ce schéma. Il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui s'émancipent, qui à 50 ans n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariées. Il y a un basculement entre plusieurs images féminines, mais celle qui reste prévalente, celle qui est essentielle, c'est la mère. Donc même dans le cinéma, quand on va analyser les images féminines à l'intérieur du cinéma, on va voir d'abord le personnage de la mère, le personnage de l'épouse, celui de la prostituée. Et on a fait le tour des images féminines. Or, la femme est beaucoup plus diverse, elle est beaucoup plus complexe que ces rôles auxquels on les a assignés. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une espèce de sissiparité entre une société qui avance très vite. D'ailleurs, tous les gens maintenant qui vont faire des études à l'étranger ne rentrent plus. C'est-à-dire qu'on écrème, on prend les meilleurs, on les a formés, ils vont à l'étranger, garçons et filles. Donc il y a une société qui avance très vite, qui est minoritaire. Il y a une société traditionnaliste qui stagne et qui recule. Parce qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, il n'y avait pas une seule femme voilée au Maroc. Aujourd'hui, dans les facs, par exemple en lettres, elles sont à 90% voilées. Et elles sont derrière les garçons. Et elles ne parlent pas. Elles ne prennent pas part au débat pendant les classes. Ça veut dire que la majorité est retournée à un système traditionnaliste, extrêmement rigoriste, et qu'elle empêche l'élan du pays vers l'avant. Cette partie-là, qui est la partie la plus importante numériquement. Et dans cette partie numériquement importante, la femme est essentiellement une mère, une épouse et une mère. Et donc, on a une société à plusieurs vitesses. Et malheureusement, le nombre de femmes analphabètes est extrêmement considérable. Moi, je les vois tous les jours. Et pour moi, une femme qui a fait des études primaires, qui est rentrée chez elle, qui a fait des enfants, qui n'a rien lu, qui n'a rien fait pendant 10 ans, elle redevient analphabète. À ce moment-là, elle devient illettrée. C'est-à-dire qu'elle connaît les caractères, elle ne sait plus lire. Et toute cette partie féminine de la société l'empêche d'avancer. Parce que on télescope la fille dans le mariage le plus tôt possible, elle n'a pas le temps de faire la révolte de l'adolescence, et elle perpétue le système, et ainsi de suite, de génération en génération. Et c'est extrêmement terrifiant pour l'avenir, parce que les sociétés avancent à une vitesse exponentielle, une vitesse faramineuse. Et il y a des sociétés qui stagnent, et celles-là, elles vont payer le prix dans l'avenir, parce qu'elles vont être simplement dominées. Elles vont être dominées. Et la femme est un chaînon essentiel dans cette stagnation. Sachez que, je vais parler en tant que médecin et psychiatre, les femmes les plus déprimées au monde sont les femmes arabes. C'est les chiffres de l'OMS. Et les femmes les plus analphabètes du monde, derrière les subsahariennes, sont les femmes arabes. Et ben voilà, c'est pour ça que le monde arabe est dans cet état. De communication qu'on parle. On peut parler anglais, français, arabe, ça c'est pas un problème, on est dans un festival, on peut avoir des casques ou juste un ami qui peut nous traduire quand on comprend pas. Je crois que dans tous les festivals, et même les petits festivals, on peut avoir une petite cabine pour la traduction et tout le monde est libre de parler comme il veut. C'est pas pour vous dire que c'est notre problème de ne pas avoir un traducteur pour vous traduire, mais c'est pas le problème de la communication, de la langue qu'on doit parler. Chacun son cinéma et chacun choisit la langue avec laquelle il peut parler. D'accord ? C'est juste,
C'est juste que c'est notre problème à nous de ne pas fournir un casque ou quelqu'un qui est juste à côté de nous pour traduire ce qui s'est dit et c'était intéressant ou pas. C'est pas la question, c'est juste il faut qu'on traduise tout ça. C'est la communication. Mais on va revenir à la langue qu'on parle dans les films. Par exemple, moi je parle de la vraisemblance. J'étais à Cannes, comme j'étais à Venise, j'étais partout récemment avec les projets que je développe ou que je présente. Et que j'ai été aussi à la projection de Le Caftan du Bleu, que je trouve qu'un très beau film qui est passé à côté de quelque chose à cause de la langue, à cause de cette identité. On dit en anglais « We laugh and we scream with our own language ». So, si on n'arrive pas à pleurer et à rire avec notre propre langage de rue, moi j'ai fait une série documentaire de l'architecture coloniale qui est passée à la SNRT un certain Ramadan en 2018 et je connais et j'ai fait tout le Casablanca, même le Medina Qdima et tout. Je suis originaire aussi de Casablanca, je parle déjà, que Madame Rita a parlé tout à l'heure, déjà et donc j'arrive pas à rentrer dans un film où il y a une actrice qui dit c'est qalab aliyat ma, tu peux pas. Vous voyez, donc je ne peux pas, un acteur palestinien qui vient pour jouer un rôle marocain ou donc je suis désolée, la vraisemblance dans l'écriture. Si tu me dis que cette femme elle vient de Paris pour ouvrir un hanout de caftan à Casablanca, je peux entrer avec toi, je peux aller jusqu'au bout. Mais j'arrive pas à pleurer, à rire avec ma propre langue d'identité, donc je ne rentre pas dans ton film. Celui qui est rentré dans le film, c'est le français qui n'a rien à voir avec Madavija. Il est le sous-titrage. Mais moi, je ne lis pas le sous-titrage. J'entends la voix des gens. J'étais très très bien avec. J'étais dans ma peau quand les petits rôles. Il n'y a pas de petits rôles, il y a des petits. Bon, il n'y a pas de petits rôles. Tous les rôles sont grands. Mais il y avait des rôles secondaires. J'étais très très bien quand les gens parlaient ma langue maternelle, que je connais, mon identité. Donc il faut faire l'attention entre la langue de communication et la langue qu'on parle dans les films, et c'est ça ce qui donne la vraisemblance. Comme McKay Story a fait 5 ou 6 livres pour ne passer comment on écrit un scénario, et c'est pourquoi le Winter Sleep il est juste magnifique, parce que les gens ne font rien. On a filmé l'ennui qu'on trouve souvent dans le documentaire que j'aime beaucoup, donc on a filmé le vide à Winter Sleep. On a filmé l'identité et les gens, la femme était en train de discuter avec son mari qui l'aime pas, une discussion banale, mais on a aimé parce que c'était quelque chose qu'on va trouver dans les maisons de Turcs, par exemple. Et c'est ça. Bon, je finis. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, même si on a fini. C'était juste pour faire la différence entre la langue de communication et la langue des films, de l'identité. Voilà, merci. Merci. D'accord que chacun s'exprime de la manière dans laquelle il est le plus à l'aise. En tout cas, j'ai toujours aimé les films qu'on m'a présentés dans la langue d'origine de ces films, avec un sous-titrage. La question, c'est que nous devons comprendre ce que les uns et les autres disent pour pouvoir soit en profiter, soit apporter une contribution. C'est tout. Mais je l'ai dit au débat de minuit à Khouribga. J'ai dit que vous ne pouvez pas nous inviter à des débats de minuit au cours desquels débat on ne parle qu'arabe. Et dans ce cas-là, des collègues à moi, subsahariens, sont partis. Et ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, je veux éviter des malentendus. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'exprimer dans la langue où on est le plus à l'aise. Mais j'ai dit que pour permettre que les autres puissent profiter de ça, soit on fait un résumé dans une langue que tout le monde comprend, soit nous avons des traducteurs simultanés et comme ça on en profite. Merci d'avoir pointé ça. Et c'est vrai que le casting, à mon avis, a fait beaucoup perdre à ce film qui aurait pu être encore plus magnifique. Le problème, c'est qu'il y a un déficit dans le casting au Maroc. Il n'y a pas de grands acteurs. Et cela est dû à quoi? Cela est dû aussi à la formation et aux possibilités qu'on donne aux gens de devenir de vrais acteurs. Parce qu'on ne va pas prendre n'importe qui et le faire jouer. C'est aussi une technique, c'est aussi un apprentissage, c'est aussi une richesse intérieure. Il y a des gens qui sont faits pour être des acteurs, des comédiens et d'autres pas. Et effectivement, dans le film, les deux personnages principaux sont ratés à cause de la langue. Merci de l'avoir pointé.